Atelier juridique. Les critères de choix d'une forme juridique. Comment choisir sa forme juridique ? Choisir une forme juridique est une étape délicate, qui dépend avant tout de l'analyse économique et financière de votre projet, pour lequel vous allez adopter un cadre légal le mieux adapté. Il n'existe pas de structure juridique idéale, et le choix que vous ferez repose sur les réponses que vous apporterez aux questions suivantes. Quelle est la nature de mon activité ? Ai-je envie de démarrer seul ou à plusieurs ? Ai-je un patrimoine personnel à protéger ? Quels sont mes besoins financiers ? Quel type de fonctionnement peut me convenir ? Quel régime social et fiscal adopter ? Nature de l'activité. Dans la majorité des cas, la forme juridique peut être librement choisie par le créateur d'entreprise. Néanmoins, il existe certaines activités pour lesquelles une forme juridique peut être imposée ou interdite. Ainsi, les débits de tabac sont limités à l'entreprise individuelle ou à la société en nom collectif, SNC. Les activités d'épargne, de capitalisation ou d'assurance ne peuvent pas être exercées en société à responsabilité limitée, SARL. Les sociétés par action comme la société anonyme, SA, et la société par action simplifiée, SAS, sont interdites aux artistes du spectacle. Entreprendre seul ou à plusieurs. Tout créateur d'entreprise doit déterminer s'il préfère démarrer seul ou bien s'associer pour développer son projet à plusieurs. La réponse à cette question l'oriente vers des structures aux caractéristiques juridiques totalement différentes. S'associer implique la mise en commun de compétences, de savoir-faire, de moyens humains et financiers, ainsi que le partage et la répartition des responsabilités. Toutes les formes de société pluripersonnelles, comme la société en nom collectif, SNC, la société à responsabilité limitée, SARL, la société par action simplifiée, SAS, répondent à ces critères. Entreprendre seul ou à plusieurs. À l'inverse, si vous souhaitez disposer d'une plus grande liberté d'action, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit, hormis vous-même, vous pourrez vous tourner vers l'entreprise individuelle, classique, ou l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, EIRL. Où l'entreprise et son dirigeant ne forment qu'une seule et même personne, les sociétés unipersonnelles, comme la SARL à associé unique, dénommée également EURL ou la société par action simplifiée unipersonnelle, SASU. Où l'entreprise a une personnalité morale propre, totalement distincte de celle du dirigeant ou des associés. Protection du patrimoine personnel. L'existence d'un patrimoine personnel à protéger a une incidence sur le choix de la forme juridique. En effet, en constituant une société ayant une personnalité morale propre, votre patrimoine personnel sera totalement distinct de celui de l'entreprise. Ainsi, si celle-ci rencontre des difficultés, vos biens personnels seront à l'abri des créanciers. Attention, cette protection juridique dépend du type de société constituée. Ainsi, dans une SNC, chaque associé est solidairement et indéfiniment responsable sur son patrimoine personnel, contrairement à une SARL ou à une SAS. Le dirigeant d'une société reste le garant de la bonne gestion de l'entreprise vis-à-vis des tiers ou des associés. S'il commet des fautes de gestion dans l'exercice de sa fonction, sa responsabilité sera alors engagée et ses biens personnels pourront être saisis. Attention, les biens de la société ne peuvent pas être utilisés à des fins personnelles par le dirigeant ou les associés. Un tel usage constitue un abus de biens sociaux, lourdement sanctionné par les tribunaux. Lorsque la société a besoin, pour démarrer ou se développer, d'un financement bancaire, bien souvent la caution personnelle du dirigeant sera exigée. Protection du patrimoine personnel. À l'inverse, en créant une entreprise individuelle, les patrimoines professionnels et personnels sont confondus. Le dirigeant est alors responsable des dettes de l'entreprise sur l'ensemble de ses biens. Il existe néanmoins deux possibilités de limiter cette responsabilité: effectuer une déclaration d'insaisissabilité chez un notaire, qui permet de protéger l'intégralité des biens fonciers, résidence principale, secondaire, parking, dont le dirigeant est propriétaire. Créer une EIRL en remplissant une déclaration d'affectation du patrimoine professionnel. En cas de défaillance, seuls les biens déclarés pourront être saisis.
Forme juridique et protection du patrimoine. Ainsi, dans les entreprises individuelles et les sociétés en nom collectif, les patrimoines personnels et professionnels du dirigeant sont confondus. Si vous souhaitez protéger votre patrimoine personnel tout en démarrant seul, vous pouvez créer une IRL, une SARL associée unique ou une SASU. La SARL pluripersonnelle, la SAS ou la SA protège le patrimoine personnel de ceux qui souhaitent entreprendre à plusieurs. Besoins financiers ? Lors de l'établissement de votre business plan, vous avez évalué les besoins financiers nécessaires au démarrage du projet. S'ils dépassent vos capacités d'apport personnel, la création d'une société pluripersonnelle, comme la SARL ou la SAS peut s'imposer. Ainsi, chaque associé peut effectuer des apports en nature, matériel, véhicule, mobilier, en numéraire, trésorerie, en échange desquels des parts sociales lui seront attribuées. Besoins financiers ? Cette solution permet de répartir la responsabilité sur chaque associé à hauteur des apports réalisés et de démarrer avec un capital social plus important. Exemple, l'associé 1 apporte son véhicule personnel évalué à 8 000 €. L'associé 2 apporte 12 000 € en trésorerie. Le capital de la SARL est de 20 000 €. La répartition des parts sociales sera la suivante, 8 000 sur 20 000, soit 40% du capital pour l'associé 1, 12 000 sur 20 000, soit 60% du capital pour l'associé 2. Attention, si la société réalise du bénéfice, elle pourra distribuer des dividendes dont la répartition se fera proportionnellement au nombre de parts détenues. Ce pourcentage de détention du capital social permet dans les SARL de qualifier le statut du gérant qui impacte son statut social. Le gérant qui détient plus de 50% des parts sociales est majoritaire et relève du statut social des travailleurs non salariés, TNS. Le gérant qui détient jusqu'à 50% des parts sociales est minoritaire ou égalitaire et relève du statut social des assimilés salariés. Attention, la loi n'impose plus de capital minimum dans les sociétés, à l'exception des SA. Néanmoins, les besoins financiers pour lancer le projet, ainsi que la crédibilité de l'entreprise vis-à-vis de ses partenaires immédiats, banquiers, clients, fournisseurs, peuvent imposer un capital important au démarrage. Lorsque les apports sont en numéraire, les associés disposent d'un délai pour libérer le capital, c'est-à-dire verser effectivement la totalité des fonds. Le versement à la constitution dépend de la forme juridique adoptée. Ainsi, dans les SARL, les associés doivent libérer au moins 20% du capital à la constitution de la société. Dans les SAS ou les SASU, ce pourcentage est porté à 50% au minimum, comme dans les SA où il existe un capital minimum imposé par la loi de 37 000 €. Dans tous les cas, le solde du capital doit être versé dans les 5 ans, au plus tard. Fonctionnement ? L'entreprise individuelle et le IRL sont les deux formes juridiques les plus simples en termes de constitution et de fonctionnement, puisque le dirigeant est seul et n'évolue pas dans le contexte réglementé des sociétés. L'exploitant prend toutes les décisions et engage en contrepartie sa responsabilité. Dans les sociétés, le dirigeant est le mandataire social qui gère l'entreprise au quotidien et la représente auprès des tiers. Aussi, un certain formalisme doit être respecté et certaines décisions importantes nécessitent l'accord des associés, qui sera donné lors des assemblées générales, AG. Fonctionnement : un commissaire aux comptes est obligatoire dans les SA. Dans les autres sociétés, sa nomination reste facultative, mais devient obligatoire lorsque 2 des 3 seuils suivants sont dépassés. Il concerne le total du bilan de la société, le chiffre d'affaires hors taxes et l'effectif de l'entreprise. Ces seuils dépendent du type de société et sont plus élevés pour les SARL et les SNC que pour les SAS. Statut social : tout dirigeant d'entreprise a le choix entre 2 statuts, travailleurs non salariés, TNS, relevant du régime social des indépendants, RSI, assimilés salariés, relevant du régime général de la sécurité sociale, qui dépendent de la forme juridique choisie. Le statut TNS est moins coûteux que celui des assimilés salariés dont la couverture sociale reste meilleure. Forme juridique et statut social, le gérant minoritaire ou égalitaire de SARL, le gérant non associé de SARL, ainsi que le président de SAS ou de SASU, relève du régime des assimilés salariés.
alors que le chef d'entreprise individuel, ou de IRL, le gérant majoritaire de SARL classique, et le gérant de SARL à associé unique, relèvent du régime des TNS. Régime fiscal. En fonction de la forme juridique choisie, le bénéfice de l'entreprise est imposable, de plein droit, soit A, l'impôt sur le revenu, IR. L'impôt sur les sociétés, IS. À l'IR, le bénéfice est taxé selon le barème progressif de l'impôt. À l'IS, le bénéfice est soumis au taux forfaitaire de 15% jusqu'à 38 120 € et de 33,33% au-delà. Il est parfois possible de s'écarter du régime fiscal de droit commun, mais cette option est irrévocable. L'entreprise individuelle relève de l'IR et aucune option n'est possible. Le IRL et la SARL unipersonnelle relèvent de plein droit de l'IR mais peuvent opter, si elles le souhaitent, pour l'IS. À l'inverse, les SARL classiques, SA et SASU relèvent de plein droit de l'IS mais peuvent opter, sous condition, pour l'IR.